Bonjour à tous. L'année 2020 a été marquée par l'apparition de la Covid-19. Cette pandémie n'est pas la première de l'histoire de l'humanité. Comment ne pas penser aux terribles épidémies de peste et de choléra ou la grippe espagnole du début du siècle dernier. Mais contrairement aux précédentes, la Covid-19 est la première pandémie du monde moderne actuel. La population mondiale n'a jamais été aussi nombreuse. La déforestation et la proximité géographique de groupes d'animaux et d'êtres humains qui ne se côtoyaient pas avant sont considérés comme un des facteurs déclenchants de la Covid-19. Nos moyens de communication hyper développés ont permis au virus de se répandre rapidement malgré les efforts pour le contenir. Les moyens de lutte et de recherche mis en œuvre pour chercher des traitements préventifs et curatifs sont exceptionnels. Mais comme l'a rappelé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les progrès en matière de vaccination sont extrêmement inégaux entre les pays du monde. Il a déploré qu'à ce jour, je cite, 10 pays seulement ont administré 75% de tous les vaccins Covid-19. Ce n'est pas seulement injuste, c'est aussi dangereux. Dans l'Union européenne, la situation est aussi disparate. Pour faire le point de la situation actuelle en Europe, Umberto Di Francia, Hélène Van de Waal et moi-même avons le plaisir d'accueillir le docteur Dominique Riquet, médecin et député européen. Docteur Riquet, vous êtes député européen depuis 2009, siégeant d'abord dans le groupe PPE. Dès votre premier mandat, vous intégrez la commission transport. Vous êtes un des rapporteurs pour le Parlement européen du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. En 2014, après votre réélection, vous rejoignez le groupe l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, ALDE. Vous êtes réélu vice-président de la commission des transports et du tourisme, participé à l'élaboration du quatrième paquet ferroviaire. En 2017, vous êtes élu président de la délégation française du groupe ALDE. En 2019, réélu député européen, vous devenez vice-président du groupe Renew Europe, anciennement ALDE, et vous siégez de nouveau au sein de la commission du transport et du tourisme, deux secteurs économiques sinistrés par la crise sanitaire actuelle. Absolument, je confirme tout. Et je plaide coupable. Monsieur Riquet, j'aimerais bien partir par une question quand même assez générique pour donner surtout aux gens qui nous écoutent la possibilité de comprendre ce qui fait effectivement le Parlement européen et ce qu'il peut faire ou surtout ne pas faire en ce moment de pandémie. Donc, quel est-il le rôle du Parlement européen face à la pandémie? Le rôle du Parlement européen face à la pandémie, comme d'ailleurs face à n'importe quel problème à l'échelle européenne ou au-delà, c'est de représenter la population, puisque c'est en fait la seule institution qui soit élue au suffrage universel, à la proportionnelle intégrale et qui représente en quelque sorte les citoyens. Donc on représente les citoyens. Alors, on représente les citoyens face à un sujet pour lequel, théoriquement, l'Union européenne n'a pas de compétences directes dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que ce domaine a toujours été considéré comme faisant partie du domaine privé des États membres et donc de ce qu'on appelle la subsidiarité. Alors, néanmoins, l'Europe s'est emparée, ça s'est vu largement du sujet, et finalement a pris en quelque sorte une compétence spécifique à propos de la pandémie sur ce sujet de santé publique, sans que pour autant elle couvre tous les sujets de santé, qui sont souvent d'ailleurs connexes à des problèmes sociaux, fiscaux, parafiscaux, et qui sont considérés comme un domaine réservé. Néanmoins, l'Europe s'est intéressée et est devenue un acteur de la pandémie, et en prenant cette compétence spécifique, directement, parlant par exemple des problèmes de circulation de la maladie, d'observation, mais aussi de la vaccination, et je pense qu'on va en reparler, bien sûr, et aussi indirectement sur les conséquences de la pandémie à propos de sujets qui touchent là directement aux compétences de l'Europe, par exemple le déplacement des populations, les transports, l'économie, le tourisme sont des facteurs qui sont éminemment touchés par la pandémie. Et donc, l'Europe intervient maintenant directement sur des sujets qui tiennent à la santé, et elle est d'ailleurs en train de se constituer une compétence opérationnelle sur le sujet et sur l'impact de cette pandémie sur des sujets qui la concernent habituellement directement. Alors, que fait le Parlement? Le Parlement, il est présent à la fois directement sur ces problèmes que pose la pandémie et les problèmes de santé publique, bien sûr, et il est aussi extrêmement présent sur les retombées
économique, culturelle, fiscale même d'ailleurs, de la pandémie. Voilà. Donc le sujet s'est emparé énormément des institutions européennes qui sont présentes. Et d'ailleurs, on est aussi concerné parce que notre propre fonctionnement est évidemment, comme celui de toute la société, fortement impacté. Voilà, donc nous nageons dans la pandémie, en quelque sorte, comme tous les citoyens, et on s'en occupe de manière quasi quotidienne. J'ai assisté en direct à une des séances du Parlement européen qui traitait justement de la pandémie, et le gros sujet et les grosses demandes des parlementaires, c'était l'accès au texte des contrats d'approvisionnement signés entre la Commission et les laboratoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce débat qui a occupé toute une journée de séance du Parlement? Oui, bien sûr. La première remarque que je vous ferai, qui est un peu à côté, mais quand même, c'est que, comme tous les citoyens européens, vous pouvez suivre en direct les débats du Parlement européen de manière tout à fait facile si vous avez un ordinateur. Et je tiens à souligner quand même que c'est de loin l'organisation démocratique la plus transparente du monde. Parce que vous pouvez essayer de faire ça ailleurs, vous verrez que ce n'est pas possible. Alors, je ferme la parenthèse, mais elle méritait d'être lue. Puisqu'on parle de transparence, en l'occurrence. Donc, vous avez pu suivre un débat direct, démocratique, mais justement sur la transparence. Alors, nous avons l'organe qui a discuté des contrats avec les sociétés pharmaceutiques, c'est la Commission, qui est en quelque sorte l'organe exécutif de l'Union européenne, et c'est elle qui a discuté des contrats. Bien. Le Parlement a demandé à accéder aux documents contractuels pour un certain nombre de raisons dont on peut discuter, à savoir à quelles conditions ces contrats avaient été discutés, c'est à quelles conditions financières, économiques et d'exécution, bien entendu, et puis aussi replacés dans le cadre d'un certain nombre de sujets qui touchent évidemment à l'industrie pharmaceutique, tels que les licences, les secrets, les brevets, le partage de brevets, les génériques, etc. Alors, nous avons obtenu, non sans difficulté, pourquoi? Non pas parce que la Commission ne voulait pas communiquer sur les contrats, mais parce que les compagnies ne voulaient pas communiquer sur les contrats. Puisque, comme vous le savez, pour divulguer un contrat, il faut que les deux parties signataires du contrat, ou toutes les parties signataires du contrat, soient d'accord. Donc, il a fallu un certain temps pour obtenir l'accord des compagnies pharmaceutiques en question, laquelle ont en plus mis des restrictions, notamment sur les conditions commerciales, au titre du secret des affaires. Mais je précise que d'ailleurs, depuis la discussion à laquelle vous avez assisté, quasiment la publication complète des clauses, en tout cas pour Pfizer et Moderna, a été obtenue. Donc les contrats sont maintenant publics et on a pu accéder à l'intégralité des contrats, y compris les clauses commerciales. Simplement, la discussion a été relativement compliquée, entre guillemets, au départ, parce que, comme pour toute divulgation contractuelle, dans le domaine de l'économie, il faut l'accord des deux parties sur l'ensemble des clauses. Voilà. On a eu des difficultés, non pas du côté des institutions européennes, mais du côté des compagnies pharmaceutiques. Et qu'en est-il maintenant du problème d'approvisionnement des vaccins techniquement? Oui. Parce que pour l'instant, il y a de très grosses disparités de fourniture. Alors, oui. La première chose que je voudrais rappeler, peut-être en préalable, c'est qu'on n'a jamais vu dans l'histoire humaine la capacité de fournir aussi rapidement et de manière aussi innovante pour une partie des vaccins, notamment sur la maladie ARN, bien entendu. On n'a jamais vu une réponse vaccinale aussi rapide, aussi effective sur le plan scientifique, avec phase 1, phase 2, phase 3, le tout en moins d'un an. Moi, ça m'a stupéfait quand même. La deuxième remarque, c'est qu'une fois que vous avez fini la phase scientifique, c'est seulement à ce moment-là, même si dans le cas présent, ça a été un peu anticipé, mais c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez mettre en place des process industriels qui sont d'une nature différente, parce que les process industriels, là, sont à une échelle qui est universelle. Et donc, vous avez 7,5 milliards de clients possibles. Je pense que les gens qui connaissent un peu les problématiques de mise en route d'échelle industrielle sont extrêmement complexes en ce qui concerne un vaccin, avec des critères de sécurité
qui sont extraordinairement contraignants, peuvent évidemment comprendre que même quand le vaccin a été identifié, expérimenté et validé, les process de mise en route, c'est un défi absolument extraordinaire. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça de mettre en route quantitativement ces vaccins. Et il faut noter d'ailleurs qu'il y a maintenant plus de 8 ou 10 vaccins qui sont actuellement en route, dont 5 ou 6 sont opérationnels sur le plan industriel. Donc, finalement, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des retards, moi je mets des guillemets, mais il faut au contraire s'émerveiller de la rapidité avec laquelle l'ensemble du process a été mis en place. Alors, en ce qui concerne les inégalités après de répartition sur ce qui est disponible, alors la première chose qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il a été convenu à l'échelle de l'Union que seule la Commission, c'est-à-dire seule l'Union européenne elle-même, serait l'interlocuteur des industriels, c'est-à-dire des compagnies pharmaceutiques, qu'elle serait la seule à négocier, à commander et aussi à assumer la distribution et la logistique dans des conditions où cette distribution à l'intérieur de l'Union était au prorata des populations, c'est-à-dire d'une manière strictement égalitaire. Strictement égalitaire. C'est-à-dire que, et vous imaginez que si ça n'avait pas été le cas, compte tenu déjà de ce qu'on voit maintenant, si ça avait été une course des États membres en fonction de leur taille et de la localisation de leurs industries, de leur capacité à produire, etc., ça aurait été absolument épouvantable. C'était les atrides à l'intérieur de l'Europe. Donc finalement, la répartition des vaccins à l'intérieur de l'Europe, elle se fait d'une manière égalitaire, effectivement, en fonction aussi des capacités de production qui sont disponibles. Et qui sont disponibles à l'intérieur de l'Union en concurrence avec l'extérieur de l'Union, évidemment. Que là, les compagnies pharmaceutiques, qui sont des compagnies économiquement, qui sont des industriels, ont mis l'Europe comme une entité unique et la Commission, quelque sorte en concurrence à la fois économique, sanitaire, logistique, avec un certain nombre d'autres entités, des entités qui ont été plus performantes, Israël, l'Angleterre, on en reparlera, mais c'est particulier, les États-Unis et le Canada d'un côté, plus performants, et de l'autre, beaucoup moins performantes pour les pays, notamment qui sont des pays en voie de développement ou des pays qui sont économiquement plus faibles. Donc, il y a eu un rôle très positif pour discuter au nom des 507 millions d'Européens et obtenir des conditions financières et des conditions de production qui étaient quand même meilleures, et surtout une distribution qui évite qu'on en soit à des discussions épouvantables entre les États membres. On voit déjà d'ailleurs la difficulté qu'il y a d'harmoniser les politiques de confinement, les politiques économiques, les politiques de circulation. Vous imaginez que s'il avait fallu en plus harmoniser les conditions de distribution des vaccins, ça aurait été absolument horrible. Justement, à propos de la coopération internationale, le président Macron a déclaré vouloir donner 30 millions de doses de vaccins à l'Afrique pour essayer de vacciner le personnel soignant. Comment se passe cette coopération puisque tout le monde a intérêt que toute la population mondiale puisse être protégée? Alors, cette initiative COVAX a été mise effectivement en place au niveau européen, d'ailleurs effectivement très fortement supportée par l'axe Paris-Berlin, effectivement, et elle vise à mettre à disposition, à la mesure, entre guillemets, de ce qui est disponible, parce que vous avez deux choses, c'est-à-dire vous avez une initiative de la Commission, que je viens d'évoquer, qui est d'avoir un certain nombre de contrats et de commandes avec les différents laboratoires pharmaceutiques, et puis l'initiative COVAX, qui est également une autre initiative qui s'ajoute à la précédente et qui nécessite aussi de solutionner un certain nombre de problèmes à la fois économiques et logistiques. Alors, l'initiative COVAX vient de démarrer, elle démarre là actuellement, effectivement à une échelle encore relativement modérée, elle devrait prendre de la vitesse dans les 4 mois qui viennent, et comme vous l'avez justement souligné, ce n'est pas seulement une initiative altruiste ou généreuse ou démocratique, c'est aussi une initiative sanitaire intelligente, parce que si on laisse des parties entières de la planète en dehors de la vaccination, et si on laisse s'y développer une multitude de variants plus ou moins contrôlables, on risque d'avoir un retour du boomerang dans la figure très rapidement, dès cette année probablement.
Monsieur Riquet, moi, comme tout le monde, dans l'espoir, et bien évidemment, que les approvisionnements euh, soient le plus rapide possible et que d'un point de vue logistique, les États membres fassent leur partie. Et j'en doute pour certains, honnêtement, dans le mien, mais comme heureusement on a eu un changement du gouvernement et on a une personne comme Mario Draghi qui, je pense, être quelqu'un de sérieux sur la question, j'ai un peu plus d'espoir. En même temps, je me demande et je vous demande justement comment imaginez-vous le futur, de moins à moyen terme, de la libre circulation des personnes en Europe et si en ce sens une petite harmonisation en ce qui concerne les tests de dépistage et peut-être un passeport vaccinal sont des questions envisageables ou pas? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, hein. Il y a même beaucoup de questions. Alors, je vais les prendre à l'envers. Bon, évidemment, moi, nous sommes à la DLE, comme vous le savez, donc nous représentons le centre de gravité des partis pro-européens, c'est-à-dire nous sommes les plus pro-européens. Et donc, moi, je suis pour le maximum d'intégration et d'harmonisation. Premièrement, le passeport vaccinal. Alors, le passeport vaccinal fait l'objet d'une discussion qui va devenir extrêmement aiguë dans les jours qui viennent et qui a été lancée, et notamment la position de notre groupe, le Renew, là, actuellement. Nous avons un position paper qui est en cours d'élaboration et on sait qu'il y a deux positions différentes. Il y a une position qui dit qu'il faudrait un passeport vaccinal reconnu dans toute l'Europe et peut-être d'ailleurs reconnu au niveau international qui permettrait de relancer, entre guillemets, au moins partiellement une activité pour les gens qui sont vaccinés, simplifier un certain nombre de formalités de manière à ce que puissent reprendre des activités de déplacement, de voyage d'affaires, de tourisme national, intra-européen, extra-européen, que puissent reprendre aussi un certain nombre d'autres échanges culturels, etc. Donc, à ce titre-là, l'émergence d'un passeport vaccinal international, au moins européen, peut être souhaitée de manière pragmatique. Il y a des pays qui disent « Ah ben oui, mais attention, ça va devenir un instrument de discrimination et les gens qui n'auront pas été vaccinés se trouveront de la sorte discriminés. » Là, je vais exprimer un point de vue personnel. Moi, je suis pour le passeport vaccinal, ce qui n'est pas le cas pour l'instant de mon État membre, il faut bien le dire. Mais je suis pour, parce que je pense que s'il est couplé à une harmonisation des tests tels que vous l'évoquiez, il n'empêche personne de voyager, il y a une certaine égalité quand même qui est conservée. Soit vous avez un passeport vaccinal, soit vous avez effectivement un test négatif, soit les deux si les pays le demandent. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est de permettre de reprendre le plus vite et le plus simplement possible le maximum d'activités, notamment le tourisme. Pour l'Italie, c'est un sujet très chaud, mais pas seulement, mais l'ensemble des activités de la vie normale. Et je dirais même qu'à l'intérieur des États membres, la capacité peut-être de permettre de réouvrir un certain nombre de structures comme les restaurants, comme les lieux de culture, etc. Bon. Donc il y a un sujet qui est on ne veut pas discriminer ou on veut réouvrir plus rapidement. C'est un sujet qui est en débat, qui n'est pas tranché à l'intérieur ici de l'Union et qui va être probablement le débat le plus électrique qu'on va avoir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. En ce qui concerne la logistique des États membres, entre guillemets, elle ne fait que refléter quand même la grande diversité de l'Europe. Moi, je trouve que l'Europe, c'est aussi l'Europe des régions, qu'il y a à la fois des situations différentes d'un État membre à l'autre, mais dans les États membres d'une région à l'autre. Et on voit bien que l'acheminement logistique, les capacités logistiques, les nécessités logistiques sont même infranationales. Et à ce titre-là, on voit qu'il y a une espèce de patchwork dans l'organisation des vaccinations qui, en plus, gère la pénurie. Parce que si, dans le fond, il y en avait trop ou s'il y en avait assez, ça serait moins visible. Mais il faut faire des arbitrages de répartition en fonction de critères qui sont infranationaux et qui dépendent finalement de beaucoup de choses différentes. Moi, je prends un exemple. Le seul endroit où on fabrique du vaccin Pfizer, qui a été le premier vaccin qui a été mis en circulation en Europe, c'est la Belgique. Et
Pourtant, je peux vous dire que la Belgique n'est pas très en avance dans sa politique vaccinale. Bon, pourquoi? Parce que la répartition, elle a été justement transnationale. Comme je le disais, elle a été à l'échelle européenne. Bon, après, chaque pays reçoit sa dose et chaque pays s'organise. Alors, il y a des traditions, il y a des logistiques, il y a des impératifs régionaux, il y a des organisations du système sanitaire, il y a des choix qui ont été faits qui sont différents par les États membres. Il y a des gens qui ont dit, nous, on commence par les gens très âgés dans les maisons de retraite. Il y a des gens qui ont dit, on commence par les personnels de santé. Il y a des gens qui ont dit, on commence par des tranches d'âge et pas par des structures qui soient spécifiques ou de situation ou d'activité professionnelle. Donc, c'est la subsidiarité. Et la subsidiarité, elle se traduit effectivement par des progressions différentes. Vous noterez quand même que je pense que cette différence, elle va s'effacer progressivement au fur et à mesure que la montée en puissance s'effectue dans les différents États membres. Et si vous regardez bien, il n'y a pas tant de différence que ça entre les États membres dans l'effectivité de la vaccination. Pas tant que ça. Merci. Et je voudrais me relier au sujet, surtout en considérant que vous êtes membre de la commission des transports aussi. Eh bien, toutes ces crises ont eu un impact incroyable sur les compagnies aériennes aussi, donc sur le tourisme via avion. Et il y a eu aussi une balance des intérêts à un certain moment qui a été fait par la Commission, l'Europe et le Parlement aussi. Je m'explique, dans le sens que vous avez vous-même, avec d'autres députés de Renew, posé une question écrite à la Commission qui concernait les droits des consommateurs par rapport au choix des entreprises qui a été légitimé par certains États membres de ne pas donner le remboursement en cas d'annulation de vol et d'avoir un bon qu'on peut utiliser pendant une période de 12-18 mois, etc. Donc, déjà d'abord, j'aimerais vous demander si une telle crise sanitaire et tous les impacts économiques qu'on a eu quand même pour les entreprises du secteur justifient une réduction des droits des consommateurs ou pas? Alors, c'est toujours le problème de trouver un équilibre. Ce qui, moi, m'est apparu comme un certain nombre de collègues immédiatement comme très préoccupant, c'était que le confinement et ses différentes variétés allait avoir un impact plus que désastreux sur toutes les structures de transport, terrestres comme maritime ou comme aérien. Et qu'il y avait un impératif, c'est de protéger l'avenir de ces structures, parce que la pire chose qui pourrait arriver aux consommateurs, si vous voulez protéger leurs droits, c'est qu'ils continuent à avoir la capacité de voyager à terme. Et que si vous coulez l'ensemble des compagnies aériennes, des compagnies ferroviaires ou des compagnies maritimes, ça va avoir des conséquences absolument désastreuses pour les consommateurs. Donc, où est la protection du consommateur? Deuxième remarque, et on l'a vu après d'ailleurs, la protection de ces compagnies, elle a mis en jeu un certain nombre d'aides d'État. Vous avez vu qu'il y avait d'ailleurs à ce propos, et à juste titre, l'Union avait suspendu le contrôle des aides d'État pour sauver les meubles, parce qu'on allait liquider des compagnies comme Air France, on allait liquider la Lufthansa, on allait liquider la KLM, etc. Bon, et je ne parle pas des plus fragiles, que les compagnies ferroviaires étaient dans le même état, etc. Si vous n'avez plus de compagnie pour vous transporter, comme consommateur, vous avez perdu plus que le remboursement de votre billet. La deuxième chose, c'est que de toute façon, les aides d'État, elles sont assumées par qui? Par le contribuable. Et le contribuable, c'est aussi un citoyen et un consommateur. Et la troisième raison, c'était que nous n'avons pas sacrifié les droits des consommateurs. On a dit que, moi je défendais la position qu'on pouvait reporter les droits à 1 an. Et au bout d'1 an, et vous avez vu qu'au bout d'1 an, on n'est pas sorti de la crise, il y avait le droit, effectivement, à ce moment-là, d'être remboursé si on n'avait pas réutilisé son billet. Bon, c'est une cote mal taillée, parce que c'est vrai que si vous avez payé pour quelque chose et qu'on vous empêche de l'avoir et que vous demandez le remboursement, ça peut paraître un droit éminent du consommateur. Mais vous êtes dans un contexte qui est beaucoup plus compliqué que celui-là, dans lequel
le consommateur, c'est aussi un citoyen qui travaille, certains dans les compagnies de transport, mais c'est aussi un contribuable et c'est aussi un futur consommateur de ces compagnies. Donc, il fallait essayer de préserver de manière équilibrée les droits des consommateurs immédiats, les droits immédiats des consommateurs, leurs droits futurs, l'argent des contribuables et la capacité aussi de maintenir des outils qui sont absolument indispensables à l'économie. C'était notre position. Mais évidemment, c'est une position nuancée. Et donc, c'est plus facile de dire rembourser tout de suite, c'est mon droit, que d'expliquer que c'est un truc qui est à multiples détentes. Voilà. Ça, c'est plus simple. Justement. Et comment voyez-vous le futur des compagnies aériennes en Europe? Est-ce que le modèle low cost, suite à cette crise, va l'emporter et de quelle manière? Comme on voit que les compagnies nationales telles que Air France, Lufthansa, Alitalia ont du mal à s'en sortir de cette crise, encore plus des ultra low cost, on va l'appeler par exemple Ryanair, Wizz Air, et qui pourront paradoxalement l'emporter et avoir gagné encore plus de marché par la suite. D'après vous, quel pourrait être le futur du transport aérien en Europe et comment utiliser en ce sens les subventions publiques européennes et nationales? Et alors, l'industrie du transport aérien, elle est compliquée parce que vous avez les compagnies aériennes, vous avez les infrastructures qui souffrent aussi, les aéroports qui souffrent beaucoup, puis derrière, il y a toute l'industrie aéronautique et sa supply chain. Alors, si on parle maintenant des compagnies aériennes, alors pourquoi les compagnies low cost souffrent moins? Pour deux raisons. D'abord, elles ont des structures de coûts fixes qui sont inférieures. Et deuxièmement, elles ont une politique sociale qui se mène à coups de bâton. Donc, voilà. Donc, les deux sont d'ailleurs corrélés, mais voilà, vous pouvez adapter de manière impitoyable vos coûts quand vous êtes Ryanair, ce que M. O'Leary n'a pas manqué de faire, parce que vos employés sont précaires, parce que vos bases, vous pouvez les fermer, etc., etc. Donc, vos capacités d'adaptation n'ont rien à voir avec des compagnies nationales qui représentent à la fois un drapeau national, mais aussi des structures de coûts très différents avec des gens qui ont des contrats de travail normaux, qui ont des bases d'opérations qui sont des bases fixes très importantes, etc. Donc, les low cost, ouais, effectivement, elles s'adaptent mieux, bien qu'elles aient souffert, mais elles s'adaptent mieux. Elles s'adaptent mieux aussi parce que ce qui a souffert le plus, c'est le transport long courrier. Et les low cost ne font pas de long courrier. Norvégienne, d'ailleurs, qui en faisait, a coulé à pic. Bon. La seule low cost qui en faisait, elle a coulé. Donc, si vous prenez les low cost, elles font du moyen courrier ou du court courrier. Et donc, celui-là, il a été quand même moins impacté que le long courrier, pour des raisons que tout le monde comprend. Et donc, les compagnies classiques, non seulement elles avaient des structures de coûts et une politique sociale très différente, mais elles avaient aussi une politique de long courrier beaucoup plus importante, enfin, par rapport au low cost. Donc, il est très important, évidemment, de ne pas couler les compagnies aériennes, je dirais, classiques, parce que, premièrement, elles portent un drapeau national, elles sont... Donc, quand je dis elles portent un drapeau national, d'ailleurs, ce n'est pas du football dont je parle, hein, mais en fait, elles assument un rôle stratégique dans les liaisons pour le pays dont elles représentent effectivement les intérêts principaux, hein, puisque chaque grand pays défend sa compagnie nationale. Vous êtes italien et vous avez suivi la saga d'Alitalia, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Ah non, pas du tout. Il y a eu un effet Covid positif. Pour une fois, la seule compagnie qui ait bénéficié du Covid, c'est Alitalia qui a bénéficié en Bolivie. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais il faut protéger ces compagnies-là parce qu'elles sont structurantes sur le plan des liaisons, structurantes sur le plan social, évidemment, et aussi parce qu'elles défendent des liaisons long courrier où vous avez une compétition internationale. Parce que là où on est en compétition avec le monde entier, c'est le principe des liaisons aériennes, avec les Chinois, avec le Moyen-Orient, avec l'Amérique du Nord, et avec l'Angleterre maintenant, c'est sur les compagnies, je dirais, classiques. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, il faut les empêcher de couler à pic. Alors, dans la mesure où leur transit s'est absolument effondré, hein, puisque 80% à peu près du trafic a disparu. Donc, sur des compagnies qui ont des coûts fixes qui sont de l'ordre de 80%, vous imaginez que
immédiatement, voilà, vous n'avez plus d'argent. Déjà, tout n'était pas en très bonne forme. Donc, en l'occurrence, ben voilà, il fallait que les États membres y aillent, sinon on fermait. Il n'y a pas de doute. Donc, si vous voulez défendre l'intérêt stratégique, social et concurrentiel de l'Europe, ben, il faut défendre ces compagnies-là. Le low cost a moins souffert, elle est plus adaptable. Il a aussi bénéficié, je le rappelle d'ailleurs, de mesures de compensation, même Ryanair, hein, 136 millions encore très récemment. Donc, bon, il fallait sauver le soldat aérien, si je puis dire, pour des tas de raisons. Deuxièmement, dans les compagnies aériennes, singulièrement les compagnies, je dirais, à drapeau national, pour les raisons que je viens d'évoquer, et de manière à ce qu'on puisse retrouver une vie normale après, puisque c'est devenu un transport démocratisé et que ça concerne tout le monde. C'est plus, voilà. Et donc, si les gens veulent pouvoir se déplacer, aller en vacances, visiter leur famille, tourner dans le monde, assurer la marche des affaires, ben, il ne fallait pas détruire ces outils qui étaient indispensables. Voilà. Alors, je passe la parole à Hélène pour une dernière question. J'ai juste une question. En effet, il fallait soutenir ces compagnies aériennes, mais cette pandémie ne sera-t-elle pas le début d'une baisse inéluctable des transports aériens, puisqu'on parle quand même de transition écologique et que les transports aériens sont très coûteux. Est-ce qu'il ne va pas falloir restructurer, faire un tout petit peu le nettoyage dans le nombre des compagnies? Je ne sais pas. C'est sûr que la liberté, c'est actuellement, on peut se déplacer comme on veut et on peut faire un aller-retour dans la journée en Italie juste pour prendre un café avec une compagnie low cost. Oui. Mais est-ce que c'est raisonnable? Il faut demander ça aux gens qui le font, ouais. pas aux compagnies qui transportent. Oui, je veux dire, bon, moi j'achète des cigarettes, est-ce que c'est raisonnable? Non. Bon. Un peu le même genre de topo. Alors, il y aura, je pense, en tout cas, il y a quelques pays en Europe qui sont avancés là-dessus, une motivation sur certaines liaisons courtes, je pense, et qui sont remplaçables, entre guillemets, par un mode de transport beaucoup plus vertueux. Je crois que c'est assez raisonnable de dire que si vous êtes à 2h30 de train à grande vitesse, prenez le train et pas l'avion. Et d'ailleurs, vous irez aussi vite, parce que le temps d'aller prendre l'avion, de redescendre, prenez le train, ça va, vous serez en centre-ville et ça va mieux. Donc, mais il y avait un terme de coût, hein, parce que vous avez raison de dire que ça coûtait moins cher en avion. Oui. Oui, donc. Compagnie low cost, j'en parle parce que j'ai un collègue qui faisait ça régulièrement. Il partait la journée. Bon, oui, mais. Pour rester 1 heure. Oui, alors vous allez vous adresser quand même beaucoup à des gens à petit pouvoir d'achat. C'est-à-dire, c'est ceux-là que vous allez pénaliser. Bon, la grand-mère qui pouvait aller prendre l'avion pour aller voir son petit-fils pour 30 €, quoi, 40 €. Voilà. Mais le jour où on lui dit, mamie, tu vas prendre le TGV, ça va lui coûter 250 €. Donc, non, mais il y a un sujet économique et social, il y a un sujet environnemental qui tient à des abominations. Moi, je crois très sincèrement que ça sera limité. Hein. Ne vous trompez pas, le marché, il va rester quand même assez. Il y avait une tendance exponentielle du marché. Je pense qu'elle se rétablira. Probablement, il faudra plus de temps que ce qu'on pensait au départ. Moi, je pense 2024, probablement, avant de revenir à peu près dans les clous. Et puis après, à confier aussi au transport aérien d'améliorer ses performances environnementales de différentes manières. Changer de carburant, changer de motorisation, changer de nature énergétique, améliorer la manière dont on fait de la navigation aérienne, peut-être augmenter la charge passager kilomètre en consommation énergétique. Bon. Actuellement, les transports aériens, c'est 2,7% des émissions. C'est beaucoup, c'est énorme, et en même temps, bon, c'est relativement modéré. Bon, on peut l'interpréter comme on veut. C'est vrai qu'il y avait une évolution qui était que, voilà, bon, ça avait tendance à augmenter. Personnellement, il y a une telle dynamique du marché que je ne le crois pas. D'ailleurs, où est l'avenir du marché du transport aérien? Il n'est pas en Europe ni sur le transatlantique. Donc, on n'aura pas d'effet sur l'explosion de ce marché, notamment en Asie, puisque on pense que 90% de la population du marché du transport aérien dans les 10 ans qui viennent s'effectuera en Asie. Un dernier mot
on vous laisse la parole, docteur Riquet. Et, ça y est, on a déjà fini. Bah, écoutez, ça fait quand même déjà 3/4 d'heure que nous papotons, avec grand plaisir. Je vous propose de conclure selon votre idée. J'aurai une conclusion très brève. Comme toujours, si vous voulez, bon, moi, je reste sur mon discours. Mon discours et ma conviction et mon action politique, c'est que non seulement le nationalisme, c'est la guerre, mais que dans la mondialisation que l'on connaît, il n'y a plus d'espace de souveraineté à l'échelle des petites nations européennes, fût-ce l'Allemagne, fût-ce la France. Et que l'Union européenne et son intégration plus profonde est plus que jamais nécessaire. Ce que je dirais, c'est que l'Europe, elle avance à coups de pied dans les fesses. C'est-à-dire, quand tout va bien, alors on voit tout de suite s'agiter les petits démons du nationalisme, du souverainisme, de la fermeture des frontières, des populismes régressifs. Mais dès que l'orage gronde, les moutons rentrent à la bergerie et que la nécessité de l'union, elle apparaît évidente. Et vous remarquerez que qu'est-ce qui permet l'intégration de l'union? Qu'est-ce qui a fait avancer l'union? La crise de 2008-2009. Alors là, tout le monde a vu que s'il n'y avait pas eu l'Union européenne et la Banque centrale européenne, c'était une catastrophe absolue. Et du coup, union bancaire, union des capitaux, union assurantielle, le droit, etc. Enfin, il y a un certain nombre de mesures qui ont été, tout le monde a dit, ah oui, on est d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'union qui a sauvé les meubles de tout le monde, y compris des Français, qui a sauvé les épargnants, qui a sauvé la finance nationale, qui a sauvé les entreprises. Bon, alors très bien. Alors, dans ces cas-là, on accepte. Puis après, on repart. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une pandémie. Voilà, bon, la pandémie mondiale. Alors, même s'il y a des tendances pour régionaliser, localiser, c'est assez normal d'ailleurs, un certain nombre de réponses qui doivent être affinées, on se dit que dans le fond, l'Europe n'avait pas de compétences sur la santé, que ça serait pas mal qu'elle en ait un petit peu. Là encore, cette intégration-là, elle est très importante. Et parce qu'elle ne s'arrête pas au domaine de la santé. Ça veut dire que ce qui touche à l'individu, au plus profond de lui-même, sa santé, et derrière, finalement, un certain nombre de politiques sociales, c'est mieux ensemble. C'est mieux de faire ça ensemble que de faire ça séparément. Donc, évidemment, je pense que cette crise est tout à fait détestable, qu'elle nous porte sur les nerfs, qu'il y a eu beaucoup de morts et que c'est une tristesse absolue, à la fois à l'échelle de la communauté et à l'échelle des familles et des individus. S'il y a quelque chose malheur et bon, c'est qu'une crise de plus qui nous a permis de voir que notre destin était absolument commun et que ça serait mieux, finalement, qu'on se persuade progressivement que la solidarité européenne est nécessaire, qu'elle est souhaitable et que les égoïsmes locaux, régionaux, nationaux ne portent rien que l'orage comme la nuée. Voilà. C'est-à-dire que finalement, notre destin est commun. Il est commun non seulement, comme c'est actuellement le cas, il est commun non seulement dans l'épreuve, dans la douleur, dans la difficulté, mais il faudrait penser qu'il est aussi commun dans la dynamique, dans la joie, dans la culture et dans le progrès. Voilà. Merci. Merci. Et juste... Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. C'était très intéressant de discuter avec vous. Et bonne chance pour cette action que vous portez. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.